On est ravis d'accueillir donc Marianne Louradour, qui est présidente de la CDC Biodiversité, et Philippe Roche, qui est co-directeur du PEPR Solu Biod. Donc on va essayer de comprendre c'est quoi la CDC Biodiversité, et c'est quoi un PEPR, et c'est quoi celui-là déjà. Marianne, je vous propose, pour commencer, justement, de nous donner un peu des éléments de compréhension sur la structure CDC Biodiversité. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de votre invitation à ce colloque sur la transition écologique et les solutions fondées sur la nature. Alors, CDC Biodiversité, effectivement, c'est une entreprise privée. On est une filiale à 100% de la Caisse des dépôts, qui, elle, est un établissement public, mais nous sommes du coup une SAS privée. Et on a été créé en 2008 par la Caisse des dépôts. En 2008, à un moment où personne, pas grand monde, dans tous les cas, s'occupait de biodiversité. Et je crois que ça, c'est un peu l'esprit de brèche, de niche de la Caisse des dépôts, qui en 2008 décide de créer une filiale. Et ce qui est intéressant, c'est que justement en 2008, la Caisse des dépôts, alors qu'il n'y a absolument aucun modèle économique qui existe sur la biodiversité, décide de le créer en filiale dans sa gouvernance des structures qu'elle pilote, plutôt que de dire je crée un département de la biodiversité avec une dizaine de personnes, et c'était tout à fait un choix qui aurait été possible et raisonnable également. Et elle crée cette filiale en finalement lui demandant d'aller chercher le marché, d'aller chercher les modèles économiques qui n'existent pas. Et c'est pour ça que la Caisse des dépôts crée CDC Biodiversité en filiale plutôt que de le créer dans un département d'établissement public. Et donc, cette filiale va chercher le premier marché, c'est-à-dire le seul qui existe à l'époque, c'est la compensation, qui est, depuis les lois de 1976 en France, qui a été repris, on en a parlé tout à l'heure, à la première table ronde dans le Code de l'environnement en 2000, et la compensation, éviter, réduire, compenser, qui est pollueur-payeur, l'acteur économique qui, dans un projet, a un impact sur une espèce protégée, doit éviter cet impact, le réduire et sinon le compenser. Donc on a été d'abord cet opérateur de la compensation et on a fait des très grosses opérations, notamment sur la 65 des phages, donc 1500 hectares de compensation. Et puis au fur et à mesure, on a suivi en fait des attentes du marché qui se sont épaissies, qui se sont aiguisées sur ces sujets de nature, qui se sont éveillées en réalité. Et on a d'abord été créé ensuite, créé de la renaturation volontaire, avec des investisseurs qui disaient moi j'ai un terrain, j'ai fait un centre commercial dessus, j'ai fait un centre d'activité, j'ai fait un aménagement, mais j'ai compris aussi que mon terrain il avait plus de valeur, plus d'attractivité si je mettais de la biodiversité. Et donc on a eu de la renaturation volontaire qui a commencé à poindre sur ce marché. Puis on a créé, on en reparlera peut-être parce que là on est vraiment au centre du sujet, on a créé un fonds de dotation, Nature 2050, qui va chercher de l'argent de contributeurs pour financer des solutions fondées sur la nature. Donc là on est vraiment sur l'axe complètement volontaire et gratuit, donc on est sur l'axe du mécénat. Et puis toujours, pour sentir et entraîner ce marché, on a aussi compris que éviter, réduire, compenser sur les projets, ça ne suffisait pas parce que les chaînes de valeur, la chaîne amont, la chaîne aval, donc la chaîne achat, la chaîne client, pouvaient être très consommatrices de biodiversité et qu'il fallait piloter ça. Et on a été créer des outils pour mesurer et faire en fait ce qui s'appelle aujourd'hui, on l'appelle le bilan carbone. Et nous, on a créé le bilan biodiversité pour qu'une entreprise puisse comprendre, mesurer, piloter en double matérialité ses impacts et ses dépendances sur la biodiversité. Donc ça, c'est le GBS, Global Biodiversity Score, qu'on a été créé et qui nous amène à faire ces mesures avec une métrique agrégée qu'on a pris dans l'Europe. C'est les Hollandais qui ont créé cette métrique. C'est en quelque sorte l'agence environnementale hollandaise, c'est en quelque sorte l'ADEME néerlandaise qui a créé un modèle qui permet de
calculer sur une métrique l'ensemble des pressions de la biodiversité. Et cette métrique européenne, c'est la Mean Species Abundance, et c'est celle qu'on utilise maintenant pour calculer le bilan de chaîne de valeur. Je finis juste parce que j'avais terminé, Nadia. Et puis, de plus en plus aujourd'hui, on va vers des acteurs qui disent écoutez, moi j'ai compris, il faut que j'intègre la biodiversité dans mes modèles d'affaires, et comment je peux faire ça? Et donc là, on est vraiment au moment où les Athéniens s'atteignirent, c'est-à-dire où les entreprises commencent à vouloir intégrer dans leur modèle d'affaires le sujet environnemental de la biodiversité. Oui, je voulais juste, Marianne, réagir sur éviter, réduire, compenser, et peut-être essayer de faire un lien avec les solutions fondées sur la nature. Donc, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Parce que en 2008, vous dites, vous arrivez sur un sujet qui finalement n'est pas du tout traité, celui de la biodiversité, mais du coup, comment vous essayez de qualifier l'interaction que vous allez avoir pour justement avoir un impact positif par rapport à la biodiversité? Alors, quand on est sur la séquence, alors éviter, réduire, compenser, en fait, c'est sur la séquence compensation qu'on va être sur une séquence de renaturation, c'est-à-dire qu'on réintroduit de la nature, donc la nature qui a été impactée par un projet, on la réintroduit dans un projet de renaturation, et donc là, on est dans les solutions fondées sur la nature, puisqu'on va réintroduire soit des espèces, on a un code de l'environnement qui est basé sur la protection d'espèces protégées. Dans d'autres pays, notamment l'Allemagne, ils sont plus sur la biodiversité ordinaire. Nous, on a fait ce choix depuis 1976 de protéger les espèces sur la liste. Justement, il y avait quelqu'un de l'UICN sur la liste de l'IUCN, ce qu'on appelle la liste rouge. Et lorsque cette espèce-là est sur un projet, elle est impactée, le porteur du projet doit d'abord, et ça c'est très important, l'éviter et réduire ce projet. Donc ça, c'est très, très important. Et ça répond en partie à ce qui a été dit dans la table ronde précédente, c'est-à-dire que finalement, il suffit de compenser et on n'a pas besoin de travailler sur ce cycle. Notre environnement, notre code de l'environnement n'est pas fait comme ça. Le porteur de projet doit vraiment prouver qu'il a cherché d'abord à éviter ce projet et ensuite à le réduire. De temps en temps, ce n'est pas possible, évidemment, d'éviter un projet parce qu'il n'y a que sur ce terrain-là qui peut être fait. Et on peut faire des opérations de réduction, de simulation, etc. Mais il va rester un impact et on arrive sur un projet de compensation. Ce projet de compensation, il peut être fait sur le site même. On va densifier les espèces impactées sur le site même. Ou alors, il n'y a pas assez de possibilités sur le site même et on va aller sécuriser un foncier autour, dans une aire de service. Et c'est là que biodiversité et climat sont très, très différentes parce que le climat, on fait de la compensation climatique sur l'ensemble de la planète. La compensation biodiversité, elle reste complètement locale. Et on est sur ce que les DREAL, puisque c'est les DREAL, les services de l'État, qui représentent la biodiversité et qui représentent ce droit de la nature, quelque part, sont très attentives à rester sur ce qu'elles appellent l'aire de service, c'est-à-dire vraiment l'aire de migration des espèces protégées qui sont impactées. Et donc là, on va pouvoir faire des opérations de renaturation. Dans la compensation, on est à l'équivalence écologique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on demande, c'est juste d'aller remettre l'espèce impactée au niveau de l'impact. Néanmoins, évidemment, ce qu'on va chercher à faire, et la loi Industrie verte qui crée les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation. Alors, les sigles sont toujours un peu barbares, c'est les SNC2R, SNCRR. Là, le législateur a prévu quelque chose de très intéressant, qui est que, au-delà de la compensation, sur ces sites-là, on va pouvoir acheter volontairement des unités de biodiversité, donc des UCRR. Et du coup, avec la loi Industrie verte, l'État français a créé en fait les premiers crédits certificats biodiversité, c'est-à-dire des investisseurs qui viennent acheter volontairement une unité de renaturation. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, c'est comme ça qu'on va pouvoir aller chercher le gain écologique. On a l'impact, ça c'est ce qui va être compensé, et des certificats biodiversité vont permettre de chercher l'additionnalité.
Et par ailleurs, plus on est sur des sites importants, et c'est aussi ce qu'a cherché le législateur, plus on va avoir un vrai levier sur la biodiversité. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, la compensation par la demande sur des petites surfaces, etc., ne crée pas, et on est à peine sur l'équivalence écologique. C'est vraiment les grands sites qui vont chercher la connectivité, qui vont permettre d'aller chercher le levier. Et nous, on se donne à CDC Biodiversité comme objectif d'être à 30% minimum de certificats biodiversité sur l'ensemble de nos sites pour être sûr d'aller chercher cette additionnalité. Parce que CDC Biodiversité, je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais on est aussi une entreprise à mission. On est extrêmement engagé sur cette restauration de la biodiversité et on veut faire de cette compensation par l'offre et de cette nouvelle possibilité législative de vrais effets de levier sur la biodiversité. Donc, Philippe, vous, par contre, c'est dans le cadre de la recherche que vous interagissez avec ces enjeux, donc à l'INRAE, mais aussi dans la direction de ce PEPR. Donc, je voudrais bien que vous nous expliquiez comment l'État introduit ces nouveaux instruments. On va faire une petite phase d'introduction à la notion de PEPR et à Solubiode. Alors, Solubiode, c'est un programme de recherche, on ne dit pas un projet, qui s'intéresse aux solutions fondées sur la nature, qui s'inscrit dans une dynamique qui est France 2030. Donc, c'est la volonté qui a été poussée par le président de la République il y a 2 ans de financer fortement des initiatives à la jonction entre la recherche et, on va dire, l'innovation, sur lequel il y a un investissement qui était de l'ordre de 54 milliards de mémoire d'euros. Sur du temps long. Et dans ce cadre-là, il y a eu financement de ce qu'on a appelé des PEPR. Donc ça veut dire Programme et Équipement Prioritaire de Recherche, l'acronyme, avec 2 sous-types. Il y a les programmes de stratégie d'accélération qui sont directement ciblés par l'État et sur des thématiques fortes qui peuvent être énergie, réseau, etc. Et des programmes qu'on appelle exploratoires qui sont un peu plus à accent recherche, dans lequel le programme Solubiode s'inscrit. Donc, on est à un financement, c'est un petit peu un ovni, les PEPR, ça a été un petit peu compliqué à comprendre au début, pour quelqu'un comme moi qui vient de la recherche académique, dire plus standard, à l'INRAE. On est sur un outil qui va à la fois financer la recherche, donc le but d'un programme, c'est pas que le CNRS, parce qu'en fait, le Solubiode, donc solution fondée sur la nature, solution sur la biodiversité, est coporté par le CNRS et INRAE. Donc, c'est très souvent des binômes ou des trinômes qui pilotent un programme. Mais le but, ce n'est pas de financer le CNRS et l'INRAE. Le but, c'est de financer et de mettre en place toute une politique de recherche et d'implémentation des SFN au niveau national, en tout cas en ce qui nous concerne, avec une volonté de voir dans quelle mesure les solutions fondées sur la nature ont des potentiels d'innovation et de valorisation économique, au-delà de la recherche. Donc on est sur un objet hybride. Pour avoir les chiffres, le Solubiode, c'est 44,2 millions d'euros de financement sur une durée de 9 ans. Donc on a démarré en 2023 et on finira en 2032 si tout va bien, s'il n'y a pas de changement d'ici là. Je tiens aussi à rappeler donc, que ce programme est coporté par Martine Ossart du CNRS et moi-même, mais un des fondateurs du programme est Xavier Leroux, qui peut-être certains le connaissent ici, qui malheureusement pour des santé n'était plus en capacité de porter le pilotage INRAE, donc j'ai pris le relais sur la thématique. Alors, beaucoup de choses qui ont été dites sur SFN et beaucoup de choses qui ont été dites dans la table ronde, je ne vais pas revenir, mais c'est vrai qu'il y avait un élément des définitions qui est assez important. On nous a, récemment, j'ai eu un entretien avec une journaliste qui m'a dit, mais franchement, des SFN, on en fait partout en France. Toutes les collectivités font des SFN. À quoi ça sert de financer un programme de recherche sur les SFN, quoi? On sait déjà tout, tout va bien. Donc c'est vrai que ça interroge quand on est chercheur. Mais en fait, tout ne va pas si bien que ça, notamment parce que l'objet SFN, comme ça a été dit, c'est un objet complexe, multiforme, difficile à appréhender et qui va être complètement dépendant et contingent de la question, de l'enjeu et du niveau. On ne va pas revenir sur toutes les échelles, donc c'est assez difficile à cadrer, même si on sait qu'à la base, la question, c'est s'appuyer sur les écosystèmes pour fournir un certain nombre de réponses à des enjeux, mais pas n'importe comment. Et c'est là que rentrent les définitions, celles du IUCN
Et nous, pour le programme Solubion, on s'appuie en particulier sur celle qui s'appelle UNEA 5, donc celle du programme des Nations Unies pour l'environnement A5, qui a été faite en 2022, qui reprend, comme l'a dit Marion, 95 voire 98% de la définition UICN, mais elle a l'avantage que c'est une résolution d'un programme des Nations Unies. Ça veut dire que c'est reconnu dans toutes les instances de négociation internationales, et ça c'est fondamental. Quand je suis arrivé un petit peu sur le sujet il y a quelques années, j'étais pour les négociations de la COP. D'une part, on a été confronté à une hostilité très forte des pays du Sud, qui disaient « Ah, mais les SFN, c'est un truc des Occidentaux, c'est de la marchandisation de la nature, c'est du greenwashing, etc. » Et d'autre part, un certain nombre d'acteurs géopolitiques étaient contre les SFN pour des raisons économiques. Et donc cette définition, une UNEP EA5, qui reprend les critères de l'IUCN, mais qui appuie particulièrement sur les aspects de gouvernance et de prise en compte de la société civile et des peuples autochtones, est très importante pour faire passer le message et éviter ces actions de greenwashing. Parce qu'effectivement, il y a eu des actions de greenwashing à travers notamment le marché du carbone, avec des effets qui n'étaient pas forcément positifs pour la biodiversité. Donc une ESFN, ça s'appuie sur les écosystèmes, mais ça doit être au bénéfice de la société, avec les gens et pour la biodiversité. Donc c'est un espèce de triptyque, et ça c'est très important. Et ça, c'est ce qui fait le point. Alors je ne sais pas si j'ai dérivé, j'ai pris des petites notes pour essayer de ne pas trop dériver. Donc un de nos constats, on est un programme de recherche, ok, CNRS, INRAE, on est des chercheurs, mais les SFN, ça ne peut pas se développer dans un cadre académique standard. C'est un objet qui est transdisciplinaire, c'est-à-dire qui se co-construit avec les acteurs. Il y a des gens qui font des SFN de leur propre initiative, que ce soit des agriculteurs ou des collectivités territoriales dans le cadre de la France, hein, parce que Solubiode, donc France 2030, ça veut dire français, hein. Donc ça, on touche la France métropolitaine et tous les territoires ultramarins. Donc on s'appuie sur une définition, et cette définition, c'est à renforcer périodiquement, parce que c'est pas pour dire qu'il n'y a pas des choses qui ne sont pas des SFN, qui ne sont pas intéressantes. On a parlé de solutions inspirées de la nature, c'est très intéressant, mais ce n'est pas des SFN. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas faire partie de la boîte à outils de l'action publique ou du développement de la recherche. De la même manière, on peut avoir des actions hybrides combinées de l'ingénierie civile classique avec de la SFN ou de l'ingénierie écologique. Ça peut se faire parce qu'il peut y avoir des questions de séquençage temporel. Une SFN, on va vous dire, ah ben on va planter une forêt pour stabiliser un versant, mais une forêt, ça prend des dizaines d'années à pousser. S'il y a besoin d'une solution immédiate, il peut y avoir besoin de décliner une solution d'ingénierie temporaire, par exemple, etc. Donc, il y a ce point-là. Il y a un deuxième point important, c'est cet aspect de co-construction. Donc, de co-construire avec les acteurs du territoire. Donc, nous, dans le cadre de notre programme, on a mis en place 11, ce qu'on appelle les laboratoires vivants, des Living Labs. Donc, c'est des territoires sur lesquels il y a une rencontre entre les acteurs de terrain, qui peuvent être des citoyens, mais peut être aussi des collectivités locales, et des chercheurs autour de la question SFN, pour voir et aborder un point qui a été discuté ce matin, c'est la question de l'évaluation de l'efficience. Qu'est-ce que c'est l'efficience? Qu'est-ce que c'est l'efficacité d'une SFN? Quelles sont ses limites? Quelles sont les questions de la robustesse? On a parlé d'une SFN pour atténuer les effets du climat, mais on s'appuie sur des écosystèmes qui sont eux-mêmes composés d'espèces qui sont sensibles au climat. Que se passe-t-il lorsque les conditions climatiques dépassent la capacité des espèces à mitiger le climat? Donc il faudra essayer à évaluer, à modéliser, à voir dans quelle mesure les espèces et les écosystèmes vont atteindre aussi des ruptures. Donc on va toute la question de la résilience, de la robustesse, etc. à intégrer. Et un troisième point du programme Solubiode, c'est qu'on est là pour servir la communauté, pour structurer la communauté. Donc on a tout un tas d'outils qu'on appelle des projets ciblés, qui servent à financer la communauté des chercheurs et des acteurs de terrain. Donc on a des appels d'offres ouverts, on a des projets ciblés. Marion Poncet de l'IUCN a cité la question dans le Life Artisan des réseaux. On reprend ça dans un de nos projets ciblés qui s'appelle REACH, donc c'est les réseaux d'experts régionaux sur les SFN, et qu'on va co-construire avec l'OFB pour continuer ce portage et avoir des groupes de travail composés à la fois d'académiques et de non-académiques dans les différents territoires
au plus proche des acteurs pour apporter une expertise sur ce qu'est ou ce que ne peut pas être, ou comment on peut développer des SFN, quels pourraient être les marchés économiques, etc. autour des SFN. Voilà, donc ça me permet, Marianne, de revenir sur cette question de la métrique. Vous l'avez déjà un peu abordée, mais peut-être repréciser, c'est quoi la difficulté de mettre en place une métrique dans ce cadre-là, concrètement, et contrairement à ce qui se fait dans le climat, qui est basé sur la tonne de CO2 équivalent. Oui, là aussi, hein, ça a été évoqué à la table ronde précédente. Ce qui a servi, pas sauvé, mais servi le climat, c'est effectivement d'avoir un outil de dialogue international qui permet aux entreprises, par rapport à une trajectoire, dont la trajectoire c'est 1,5, hein, c'est en tous les cas la trajectoire de référence, on sait qu'on n'y sera pas, on parle de la France à plus 4 degrés, etc., mais c'est une trajectoire de référence. Et ce qui est très important quand on a une trajectoire de référence, c'est d'avoir un outil de dialogue qui permet de communiquer à soi-même, donc sur une entreprise, sa trajectoire, où je suis par rapport à ma contribution au 1,5 degré, et d'avoir des trajectoires sectorielles, d'avoir des trajectoires par pays. Et effectivement, on l'a dit à la première table ronde, le problème de la biodiversité, c'est sa complexité. Cette complexité, le fait que d'abord elle est locale, donc effectivement on n'est pas à vouloir faire de la compensation, de la renaturation. Si on devait faire pour la biodiversité dans le monde et juste cet agrégat, on irait travailler juste la forêt amazonienne et on aurait un grand parking en France complètement artificialisé. En fait, on sait que ça c'est absolument pas possible parce que ces solutions fondées sur la nature sont juste ce qui permet de rendre la supportabilité de la planète, des territoires par rapport à nos conditions de vie. Vous avez vu peut-être là, la BCE vient de sortir une étude très intéressante, comme quoi 15% des entreprises aujourd'hui en Europe sont sensibles sur le risque de sécheresse des sols et de sécheresse des sols. Donc ils viennent de faire toute une étude là-dessus, montrant, alors évidemment, les premières entreprises, je fais une petite, parce que comme c'est d'actualité, je fais une petite parenthèse là-dessus, évidemment, quand on passe au sol, on pense à l'agriculture d'abord et à tout le secteur agroalimentaire. Mais quand on parle en fait du sujet du sol vivant, de l'infiltration et de l'eau, en fait, c'est tous les secteurs, et notamment ici le secteur du nucléaire en France, auquel on ne pense pas totalement quand on pense à l'eau et qui a besoin d'eau en fait pour rafraîchir ces turbines. Et donc il y a des effets en fait de chaîne sur ces services écosystémiques rendus par la nature qui sont très importants. Et donc cette étude qui vient de sortir, qui est faite par la BCE, donc voilà, une banque centrale européenne par des financiers. Et ça la rend à certains, en tous les cas, d'autant plus objective. Donc, du coup, j'ai perdu le fil de ma métrique. Donc, j'étais sur le climat, les trajectoires, et la biodiversité n'a pas ça. Et donc, ça, c'est très embêtant parce qu'en fait, il y a quand même eu une trajectoire qui a été tracée par 191 pays qui l'ont signée à la COP de Kunming-Montréal en décembre 2022. Et ça, c'est un acte fondateur. On a comparé ça aux accords de Paris pour le climat sur la biodiversité. Donc cette COP qui s'est passée donc, il y a 3 ans, et dont certains ne se souviennent pas parce qu'elle est pendant la finale de foot. Et donc elle est passée un peu inaperçue sur les médias. Néanmoins, acte fondateur, 191 pays signent une trajectoire et disent on est arrivé à un point beaucoup trop bas sur la biodiversité. Petite parenthèse dans la parenthèse, la crise de la biodiversité aujourd'hui, donc elle est documentée scientifiquement depuis moins longtemps que le climat. On a des rapports scientifiques de l'IPBES depuis 2019 seulement, mais tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît, elle est extrêmement rapide, extrêmement profonde, elle va toucher tous les services écosystémiques sur la planète. Et d'ailleurs, quand on regarde les limites planétaires faites par le Centre de résilience de la Suède, on voit même, comparaison n'est pas raison, mais que la limite planétaire de la biodiversité est encore plus enfoncée que celle du climat. Donc c'est vraiment
très important d'avoir eu cette COP et d'avoir eu 191 pays qui disent on arrête la perte de la biodiversité en 2030. Ça, c'est une trajectoire. Et comme la biodiversité, ce n'est pas le climat, et que tant que le dernier couple de la dernière espèce est encore en vie, on peut essayer de réinstaller, de réintroduire les espèces, de réintroduire par des solutions fondées sur la nature, de réintroduire des écosystèmes, eh bien, 191 pays disent après 2030, c'est le fameux bending the curve, on rétablit et on va vers un monde régénératif. Donc aujourd'hui, cette trajectoire, elle est donnée. Alors effectivement, on a un certain nombre de pays qui n'ont pas signé, un certain nombre de pays maintenant qui en sortent, mais c'est très important. Et en tous les cas, les pays européens sont en train de travailler sur cette trajectoire. Si on a une trajectoire, et j'en arrive à la métrique, comment on fait pour la piloter si on n'a pas de métrique? Et c'est là qu'on a besoin d'un temps zéro. Comme on a un inventaire écologique sur les solutions fondées sur la nature, on a besoin d'un temps zéro sur un terrain, on fait des inventaires, et on a besoin d'un temps zéro sur une chaîne de valeur pour dire, à ce moment-là, vous, entreprise, Schneider, Fnac, Intermarché, vous avez consommé tant de biodiversité depuis votre création, et vous êtes en flux en train d'en consommer tant chaque année. Donc quand on est à zéro perte nette, on est sur le flux, et quand on est un monde régénératif, on est sur le stock. Et donc c'est très important que les entreprises puissent faire ce bilan biodiversité. Et c'est pour ça que pendant 10 ans, et qu'on continue de travailler, CDC Biodiversité a mis en place ce modèle du GBS. Et on ne s'est pas trompé. Heureusement, on n'a pas parti sur une métrique anglo-saxonne, on est parti sur une métrique européenne qui a été reconnue dans la COP 15 de Kunming-Montréal, hein, donc là où les 191 pays ont signé la trajectoire. Donc cette mean species abundance qui donne en fait un état d'écosystème dégradé, perturbé, et qui permet donc de le calculer à partir de données d'inventaire d'une entreprise. Et notre modèle, il transforme ces données d'inventaire en données de pression. Les pressions de l'IPBES, les pressions décrites scientifiquement comme étant les 5 pressions qui aujourd'hui détruisent la biodiversité dans le monde. Donc ce modèle, il traduit en pression. Et ensuite, on a pris le modèle de l'ADEME qui traduit avec une métrique agrégée qui permet de suivre dans le temps et de se comparer son bilan biodiversité et l'évolution de sa trajectoire. Donc, Marianne, GBS pour l'acronyme Global Biodiversity Score. Et peut-être pour finir, parce qu'on a aussi beaucoup parlé de la complexité de la biodiversité. C'est vrai que la biodiversité est complexe. Le climat aussi est complexe. Et moi, je pose la question dans la salle, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui imaginent ce que c'est qu'une tonne équivalent carbone? On s'imagine absolument pas. On pense que c'est du carbone, il y a en fait plein de gaz, c'est extrêmement compliqué, on ne se rend pas du tout compte de ce que peut être une tonne équivalent carbone. Mais c'est pas grave. En fait, ce qui est important, c'est qu'on ait une métrique, comme on a l'heure, comme on a le mètre, et donc on a une métrique pour le carbone. Et ce qui est important sur la biodiversité, c'est pas grave que le modèle soit compliqué, c'est CDC Biodiversité qui l'a fait avec le soutien de la Caisse des dépôts. Ce qui est important, c'est que ce modèle, vous ayez confiance en lui. Et donc, c'est pour ça que nous, on l'a fait d'abord avec une revue scientifique, on l'a fait extrêmement documenté pour que tout le monde puisse regarder. On l'a mis en open source et on a des chercheurs qui viennent regarder souvent le code du GBS. Et puis, on l'a donné à l'ensemble de la place. On ouvre le GBS à tous les bureaux d'études qui veulent le faire. Et puis, le GBS, aujourd'hui, il est utilisé par une petite moitié d'entreprises du CAC 40 et donc il est challengé par les pairs. Et ce qui est important, c'est que l'outil soit robuste et donne confiance. C'est pas grave que le modèle soit complexe, ça c'est le sujet d'une personne, c'est le modèle des chercheurs et des modélisateurs. Ce qui est important maintenant, c'est que les entreprises s'engagent sur ce bilan biodiversité et vérifient leur trajectoire dans le temps. Moi, je me demande si finalement, ce n'est pas un avantage pour la biodiversité par rapport à la question du climat que d'avoir anticipé la complexité de cette mesure. Parce qu'aujourd'hui, on peut se retrouver piégé avec la tonne de CO2 équivalent, où il y a énormément d'éléments qui ne sont pas pris en compte et on va se retrouver avec des externalités négatives, comme par exemple l'usage de matériaux aux ressources très limitées pour pallier à l'émission de gaz à effet de serre. Donc est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien
que vous ayez fait ce travail de modélisation qui essaye d'intégrer cette complexité. Enfin, alors, bien sûr, un mal pour un bien. En fait, on a été saisir la complexité de la biodiversité dans une traduction qui était compréhensible par une entreprise et qui est la MSA. C'était quand même important qu'il y ait aussi une traduction pour le carbone. Là où effectivement, vous avez raison, c'est que je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, la tonne équivalent carbone évolue beaucoup, puisqu'en fait, du coup, ça a été la métrique adoptée par le monde entier. Donc ça, c'était quand même une grande force pour travailler les trajectoires. Par contre, effectivement, le fait que la MSA soit une métrique européenne avec aujourd'hui un Global Biodiversity Score qui est travaillé par CDC Biodiversité fait qu'on garde une matière qui est très meuble et on travaille en permanence. Là, aujourd'hui, en fait, on cherche, par exemple, puisqu'il y a l'UNOC dans la semaine prochaine, sur les océans. Hein. Donc nous, on cherche maintenant à travailler une MSA marine, par exemple. On cherche en permanence à aller chercher et à aller tracter. On cherche aussi, c'est très peu documenté, à aller capter les espèces invasives exotiques envahissantes. La documentation scientifique n'est pas très développée sur ce sujet et on cherche à la capter dans le modèle pour aussi avoir cette pression. Donc l'intérêt d'un modèle qui à la fois essaye de prendre toute la complexité et qui à la fois continue d'évoluer en permanence, ça je pense qu'effectivement c'est un point positif pour tout simplement suivre les avancées de la science. Et on voit, on a des chercheurs dans cette table ronde, on en avait tout à l'heure et on en a évidemment aux mines, et c'est important qu'un outil puisse bien suivre les avancées de la science. Ça me permet de Philippe, revenir sur la science. Donc le PEPR, vous nous avez expliqué ce que c'était, et dans son programme, finalement, donc on a compris que c'était une structure un peu particulière puisque ça mettait en place aussi des interactions entre disciplines et avec des acteurs de terrain. Et sur le programme lui-même, sur ce que la science va chercher par rapport à ces SFN, quels sont un peu les thèmes que vous avez cadrés, ou alors vous ne les avez pas encore cadrés? C'est en cours de cadrage. Et juste un autre point, c'est ça veut dire donc que les services du Premier ministre s'intéressent à la biodiversité, puisque c'est intégré dans France 2030. Donc il y a un message un peu positif aussi de la prise en compte. Tout à fait, ils s'intéressent à la biodiversité. On n'est pas les seuls. Hein. On n'est pas le seul PEPR qui couvre la thématique. Hein. On peut citer le PEPR Forest qui couvre les thématiques forestières. Il y a le PEPR One Water sur les eaux continentales. Il y a Fer Carbone qui s'intéresse au stockage de carbone, notamment dans les sols agricoles. Il y a Ville durable et biodiversité. Il y en a. Donc il y a plusieurs autres PEPR connexes autour des questions de durabilité. Alors bien sûr, les services du Premier ministre s'intéressent à la biodiversité sous un angle qui est très, on va dire, utilitariste. Après, on peut le prendre. Les SFN, c'est une instrumentation de la nature. Alors, heureusement, on a ajouté cette question de bénéfice pour la biodiversité qui est. Mais après, il ne faut pas forcément en avoir honte ni s'en prévenir. Mais en tout cas, c'est considéré. Donc, on est quand même sur une vision de comment arriver à gérer durablement les territoires et les ressources naturelles d'un espace. On ne va pas revenir parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes sur lesquelles j'aurais pu intervenir, mais peut-être qu'après on va dériver sur d'autres sujets que les SFN. Mais en fait, dans la question des SFN, dans la question, ça a été un petit peu abordé aussi tout à l'heure, le terme a été très efficace. Le terme SFN, donc, ou Nature Based Solution en anglais, on le voit exploser dans la littérature, comme on a vu exploser les services écosystémiques il y a quelques années. C'est très efficace. Il y a un risque qui a été cité, c'est le risque du solutionnisme, c'est-à-dire qu'on va dire, ici dans le cadre d'une école d'ingénieurs en particulier, ce n'est pas une critique, mais il faut se garder de la vision de SFN comme on a un problème, on a une boîte à outils, on a une solution. Elle n'est pas basée sur du béton, mais elle est basée sur de la biodiversité. Ce n'est pas aussi simple que ça, et on s'inscrit plutôt dans une vision qui est celle des changements transformateurs.
C'est-à-dire que la mise en œuvre efficace des solutions fondées sur la nature nécessite des changements de société et de système de production et même de gouvernance. Et c'est pour ça qu'en fait nos thématiques de recherche vont des sciences sociales, du droit, à l'écologie ou à la biologie évolutive. Donc on a effectivement, dans le cadre du PEPR Solubiode, on a 4 domaines particuliers qui sont les zones urbaines, les zones côtières, les espaces agricoles et les espaces protégés. On a identifié 4 enjeux scientifiques en particulier. Un, c'est celui de la biologie et la génétique évolutive, parce que lorsqu'on va activer le vivant et la conservation, et notamment lorsqu'on va travailler sur les systèmes les plus artificialisés, que ce soit en agriculture ou en zone urbaine, il faut se poser la question de la variabilité génétique, de l'origine des espèces mises en œuvre, etc. Donc ça, c'est un aspect important. Un autre aspect important, c'est celui de la modélisation. Modélisation face aux interactions avec le climat, comme j'ai dit tout à l'heure. Quelle est la réponse des SFN face au climat? Il y a un troisième enjeu qui est celui de la gouvernance et on va dire même de la justice. Il y a des thématiques de justice environnementale, de justice sociale, d'inégalité territoriale, parce que très souvent, il y a des exemples, par exemple, qui sont cités. On pourrait citer l'aménagement des berges du Rhône à Lyon, qui a sur un gros investissement. Ils ont restauré, je crois, de mémoire, 4 ou 5 km de berges. Ça a eu un effet positif en termes de fréquentation. Ça a eu un effet positif en termes de prix foncier pour les propriétaires, parce que qui dit espace naturel dit augmentation foncière. Donc après, ça peut toucher à des questions de type gentrification. Et donc ça veut dire qu'il faut faire attention aux inégalités sociales qu'il peut y avoir si on implémente les SFN que dans les beaux quartiers. Donc il y a une question d'implémenter, d'avoir quelle est l'équité entre tous. Il y a des questions de gouvernance participative, qui sait comment on va inclure. Et lorsqu'on fait un petit peu un regard sur les projets déjà implémentés, parce qu'il y a beaucoup de solutions qui sont déjà implémentées, qui sont mises en œuvre depuis des années, hein. Donc on a un certain recul. Une des causes d'échec, ça peut être le manque de co-construction avec les citoyens du projet, qui peut amener à des oppositions, qui peut restaurer de la nature en ville, c'est pas si simple que ça, par exemple. Tout le monde ne voit pas la nature comme sous l'angle positif. Il peut y avoir des aspects négatifs qui peuvent être, il y a certaines espèces d'insectes qu'on n'aime pas. On peut considérer que les espaces de nature en ville sont des espaces aussi qui peuvent faire peur. La nuit, c'est pas éclairé, c'est sombre, c'est des espaces de risque. Ça peut sentir mauvais, enfin bref, tout un tas de discours. Donc il est important de co-construire. Donc il y a toute une thématique de recherche autour de la question de la construction. Et le dernier enjeu scientifique qui est toujours en articulation, c'est celui de l'évaluation. Comment on évalue les SFN, comment on les mesure. Et ça rejoint un petit peu la discussion tout à l'heure de la question des normes, des réglementations, des labels. Nous, on n'est pas non plus parti sur une logique de labellisation, c'est un peu trop complexe. Mais on s'interroge notamment sur l'effet de levier que pourraient avoir certaines normes techniques sur certains types de SFN, peut-être pas sur tous les SFN, mais certaines normes techniques ou des normes ISO, par exemple. Il y a des normes ISO en développement sur des thématiques biodiversité. Il peut y avoir peut-être certaines normes ISO, parce que ça peut faire des effets de levier réglementaire, assurantiel ou juridique sur une implémentation. Parce que, par exemple, si on est un maire d'une commune et qu'on choisit de mettre une SFN pour résoudre un problème lié à des risques d'inondation ou d'érosion, on engage la responsabilité. Et on peut éventuellement être attaqué plus tard sur la solution qui a été positionnée par rapport à une solution technique qui est bien connue, bien cadrée, avec des normes, etc. Actuellement, il y a un truc qui peut coincer. Et dans la mise en œuvre des SFN, il y a beaucoup d'éléments qui sont liés à la gouvernance qui aboutissent à des échecs de mise en œuvre. Soit la gouvernance est trop top-down, en France on aime bien ça, on a une réglementation qui vient de tomber du ministère de la Transition écologique ou du ministère de l'Industrie, enfin quoi qu'est-ce. Mais ça peut avoir aussi partir du bas. Donc il y a toutes ces questions de gouvernance, comment ça se gère. Et il y a une question économique, c'est pour ça qu'on souhaite aussi travailler avec la CDC. Il y a cette question de l'évaluation du qu'est-ce que c'est le coût des SFN, quel est le coût de leur entretien. On sous-estime très souvent le but effectivement d'une SFN. L'idéal, ce serait qu'elle soit autosuffisante,
Mais il y a des cas où il faut quand même les entretenir, notamment dans les espaces agricoles ou urbains. Et donc, on sous-estime aussi peut-être, dans beaucoup de cas, le coût de l'entretien. On sous-estime très souvent les bénéfices aussi des SFN, parce que les bénéfices, on va très facilement évaluer la valeur économique des services écosystémiques qui ont des valeurs marchandes ou des aspects de type foncier, comme j'ai parlé tout à l'heure, de la revalorisation foncière, du bien lié à un environnement plus favorable. Mais on va sous-estimer parce que c'est beaucoup plus compliqué d'évaluer quelle est la valeur d'autres services tels que la perméabilité des sols, la qualité des sols, la régulation de la qualité de l'eau, l'abattement thermique, etc. Donc ça, on a encore besoin d'outils d'évaluation. Et je pense que actuellement, on a un petit peu un vent mauvais qui souffle contre la réglementation, qui sont vus comme des éléments bloquants. Mais on peut avoir aussi des réglementations qui sont des cadrages, pas forcément des réglementations punitives, mais des réglementations qui vont cadrer pour dire ça, on peut faire ça comme ça, et ça peut aider à la mise en œuvre. Donc il y a un besoin de réflexion par rapport à ça, et ça, on souhaite aussi y travailler. Juste réagir sur ce contexte de déréglementation. Effectivement, tout à l'heure, on le disait, hein, on est en train de vivre ce qu'on appelle le backlash écologique, bon, en tous les cas, des reculs sur le ZAN, les ZFE, les pesticides, la loi du plomb, etc. En Europe, ça c'est en France, en Europe, la CSRD. Donc effectivement, on voit bien qu'on est en train de vivre un recul sur la réglementation qui nous touche beaucoup, qui nous concerne, hein, quand on pense à l'importance de la crise de la biodiversité qu'on est en train de vivre. Mais ce que je voudrais quand même dire, c'est ce contexte est très perturbant et je ne veux pas le minimiser. Mais dans les dernières années, par contre, la France a été, il faut savoir le dire aussi, la France a été plutôt bonne élève, notamment avec le zéro artificialisation nette, qui n'était pas une réglementation européenne, qui a été vraiment inventée par le législateur français et qui a été une législation très intéressante, puisque c'était la première fois qu'on prenait directement la pression biodiversité. La première pression, c'est l'artificialisation des sols, le fait qu'on fasse d'un sol vivant un sol inerte. C'est la première pression, en fait, démontrée par l'IPBES et les scientifiques, et le législateur l'a pris pour essayer de la réguler. Alors c'est vrai que là, peut-être que la loi était trop ambitieuse et peut-être surtout qu'on a eu des sujets de nomenclature et des sujets de compréhension en fait de la loi qui fait que les collectivités locales ne se sont pas complètement reconnues dedans, et puis des sujets aussi de justice entre celles qui avaient beaucoup artificialisé et qui étaient peu finalement impactées et celles qui avaient devant un développement et qui étaient fortement impactées. Donc voilà, tout ça a fait beaucoup de résonance, fait ce recul, mais en tous les cas, on a porté ce message et il en restera des choses parce que la planification écologique qui est partie du ZAN, les STRADET, les SCOT, en fait, tout cet urbanisme aujourd'hui de planification écologique qui est en train de se mettre en place est quand même issu du ZAN. La France a été à la manœuvre pendant cette COP15 de Kunming-Montréal et a porté des messages. La France est en train d'inventer sans doute les premiers certificats biodiversité volontaires de haute intégrité, hein, ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les SNC2R. Et puis a fait son premier reporting biodiversité avec ce qu'on appelle l'article 29 LEC. Hein, c'était cet article de transparence RSE qui a pris la biodiversité, qui s'est imposé aux institutions financières et qui a permis aussi d'avancer au niveau de la finance. Et ce qui est intéressant quand même dans ce contexte aujourd'hui, c'est qu'on entend justement les financiers et les assureurs qui disent « mais arrêtez, ne supprimez pas ce qu'on est en train de faire sur la batterie de données ESG, etc. parce que nous, on en a besoin et que sinon, on va redevenir des investisseurs aveugles qui n'auront que des indicateurs financiers et qui n'auront plus les indicateurs ESG. Donc attention, nous, on s'est mis en situation de pouvoir faire ces reportings. On a beaucoup dépensé d'argent et ne revenez pas en arrière. » Et il y a quand même beaucoup de voix en ce moment qui disent ça en Europe. Et puis par ailleurs, moi, ce que je crois, c'est qu'au fondamentalement, l'Europe n'a pas vraiment beaucoup d'options
autre que la décarbonation. On n'est pas du tout aux situations des États-Unis. Il y a très peu de pétrole, un peu dans l'Europe du Nord, très peu de gaz. Et donc, de toute façon, les énergies renouvelables, la décarbonation, pour l'Europe, n'est pas une option. Et moi, ce que je pense, c'est que, et je crois beaucoup, là, pour le coup, aussi dans l'action collective, je crois que c'est important de partager ces messages. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas un sujet d'écologie punitive, c'est une écologie maintenant de solutions qu'il faut mettre en place. Les solutions, elles sont en place, il faut les défendre. Et je crois que l'Europe a à défendre un modèle économique soutenable aux yeux du monde. On est déjà en connexion avec beaucoup de pays émergents qui ont fait de ces solutions fondées sur la nature et tout simplement de la biodiversité résiliente et robuste, un État dans leur modèle d'affaires. Je pense au Costa Rica, etc., qu'on a fait aussi un outil de croissance économique, de croissance touristique. Et donc, je crois que l'Europe a ça aujourd'hui à démontrer. Donc, il ne faut pas qu'on aille reculer. Il faut qu'on aille présenter le goodwill écologique de modèles d'affaires qui peuvent aujourd'hui transitionner en étant respectueux de l'environnement. Je crois que c'est très, très important qu'au niveau de l'Europe, on prenne conscience de ces avancées qu'on a pu faire durant ces 20 dernières années et qu'on puisse les porter aux yeux du monde et qu'on fasse aussi un peu un contrepoids à ce qu'on entend outre-Atlantique. Je vais juste rebondir en commençant à vous poser les questions qui me remontent sur notamment, Marianne, les crédits biodiversité. Il y a des interrogations, notamment par rapport au semi-échec, on va dire, des marchés du carbone. Et donc, il y a des précisions qui sont demandées sur cet outil particulier. C'est très important. Les certificats de biodiversité, c'est vraiment une promesse, une perspective de financement. Les besoins de solutions de renaturation sur la biodiversité sont estimés à 200 milliards par an par la COP15 et entre 400 et 600 milliards en fait par les scientifiques. Donc le besoin de financement est énorme, même si, comme on l'a dit, les solutions fondées sur la nature ne sont pas du tout les solutions les plus chères, ni dans leur mise en place, ni dans leur gestion sur le long terme. Parce qu'en fait, une solution fondée sur la nature, c'est une solution qui est respectueuse d'un écosystème, d'une biodiversité endémique, donc qui va être adaptée à un niveau de sécheresse, à un niveau climatique, etc. Donc, ce n'est pas du tout des solutions onéreuses. Néanmoins, il y a besoin d'investir dessus parce que ces solutions ne sont pas financées aujourd'hui. Donc, le problème, ce n'est pas qu'elles sont chères, c'est qu'elles ne sont pas financées. Elles ne sont pas financées parce que les services écosystémiques ne sont pas payés aujourd'hui. Donc on a aujourd'hui un angle mort dans la prise en compte de la biodiversité dans les modèles d'affaires, c'est le financement des services écosystémiques. Donc il y a besoin d'argent. Pour l'instant, en matière d'argent, je le disais, il y a un peu d'argent qui vient avec la compensation, il y a un tout petit peu d'argent, et ça, on n'est pas les meilleurs en Europe sur du mécénat écologique. Si on a le temps, on parlera un petit peu de solutions qu'on a mis en place avec le mécénat écologique et Nature 2050. Et puis, on a l'espoir des certificats biodiversité. Alors, les certificats biodiversité, ça y est, on a déjà pris, et il y a l'IAPB. L'IAPB, c'est un consortium franco-anglais qui a travaillé, qui a fait un rapport là-dessus et qui dit il faut prendre tout ce qui est bien dans les certificats carbone, dans les crédits carbone et laisser tout ce qui n'a pas marché. Donc ça, c'est très important. Donc dans les certificats biodiversité, on va garder le niveau local de la biodiversité. Donc on saura qu'on achète une tourbière de moyenne montagne j'en parlais avec tout à l'heure avec Emmanuel, voilà. Avec Emmanuel, on sait qu'on va acheter un crédit biodiversité sur une tourbière, donc on sait qu'on achète une zone humide de restauration qui capte du carbone, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur les certificats biodiversité, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de revente. Parce qu'un des gros sujets sur le crédit carbone, c'est le second marché, le troisième marché, etc. Donc on achète un premier crédit carbone, on est avec un porteur de projet,
normalement, on a investi dedans. Donc, si c'est pas réglementaire, c'est volontaire. On a fait un peu attention au projet. Ça, c'est la première fois qu'on l'achète. Puis, quand on a un revendeur qui arrive derrière, il est déjà beaucoup plus loin du porteur de projet. Et puis, lorsqu'on est devenu sur un instrument financier, on ne sait plus ce qu'on achète. Et c'est ça, en fait, qui a été porté par notamment les articles sur le Guardian, qui a donné un grand coup sur ces crédits carbone. D'ailleurs, on voit d'ailleurs donc dès que le marché carbone réagit très très vite, et les prix du crédit carbone se sont effondrés suite à cette. Pour d'autres raisons aussi. Il y a aussi des sujets évidemment économiques derrière le crédit carbone. Mais donc avec le certificat biodiversité, faut arriver à en faire un outil de financement. Faut arriver avec des indicateurs précis pour que les gens aient confiance dans ce qu'ils achètent. Il faut que ceux qui achètent soient proches du projet et sachent ce qu'ils achètent. Alors aujourd'hui, en France, les certificats biodiversité, ils sont validés par les DREAL, donc par l'État. Donc c'est ce qu'on appelle les certificats biodiversité de très haute intégrité. Donc il n'y a pas de sujet, vous avez des services dédiés qui vont analyser l'additionnalité d'un projet de renaturation et qui vont dire oui, ceci va bien recréer des espèces. Nous, on a créé un site naturel de compensation dans le Var qui réintroduit de la tortue d'Hermann, qui est une tortue endémique du Var qui est en disparition extrêmement rapide. Nous, on les réintroduit sur une colline dans le Var de 160 hectares. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment des solutions fondées sur la nature. Qu'est-ce qu'on fait pour réintroduire de la tortue? On la protège contre les incendies. Et contre, évidemment, les voitures, les routes, mais contre les incendies. C'est les incendies du Var et de Corse qui sont en train de détruire cette tortue. Et nous, on remet en fait toute une protection avec... On ne pourra pas éviter les incendies du Var, malheureusement, au niveau de ces biodiversités, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'ils passent d'abord très vite et qu'on trouve des abris en fait, pour les tortues pour qu'elles puissent passer un incendie. Puis on fait des coupures de feu, etc. On travaille tout ça avec les pompiers, les services incendie. Donc, ça, et donc là, on a été agréé. Et l'État nous dit, oui, effectivement, on croit dans votre réintroduction des espèces des tortues d'Hermann et vous aurez des certificats. Donc, on a des gens qui vont acheter ces certificats parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils sont en train de faire de l'impact sur la tortue d'Hermann. C'est ceux qui compensent. Et puis, on en a d'autres. Et on commence à avoir, donc on a la Banque Postale, on a des clients comme ça, qui viennent en disant moi, je suis un investisseur banquier, je sais que j'ai de l'impact, et sur je sais que j'ai de l'impact dans le Var, et donc j'achète ces certificats biodiversité de manière volontaire pour faire de l'additionnalité de solutions fondées sur la nature. Je vois qu'il y a un message, il nous vous reste 5 minutes, donc j'arrête là. Mais, donc, juste par rapport à ces certificats, est-ce que vous voyez une option à terme pour que il y ait des obligations pour les projets d'intérêt national à avoir une qualification biodiversité compatible? Est-ce que ça pourrait être un élément obligatoire en fait? Alors, les certificats biodiversité, pour l'instant, c'est une action volontaire. C'est-à-dire qu'on va chercher de la finance et des investisseurs, donc on est plutôt sur un schéma volontaire. Moi, je ne serais pas contre, effectivement, qu'on commence à... Mais là, ce n'est pas dans l'air du temps. Où on pourrait se dire, sur la base des bilans de biodiversité, une chaîne de valeur qui n'est pas du tout dans la trajectoire doit acheter, et là on serait très proche du crédit carbone, avec l'aéronautique, l'aviation, etc., où on pourrait obliger certains acteurs qui sortent complètement de la trajectoire à aller chercher des certificats. Mais dans ces cas-là, c'est plus des certificats, on revient sur du crédit biodiversité et sur de l'obligatoire plutôt que sur du volontaire. Là, pour l'instant, ce qu'on cherche à faire, c'est à faire venir de la finance durable responsable vers ces investissements-là de manière volontaire. D'accord. Je vais revenir au PEPR. Il y a des interrogations aussi sur votre propension à créer des communautés de recherche interdisciplinaires. Comment vous mettez ça en place? Est-ce que ça s'est fait simplement? Est-ce que c'est le sujet qui... C'est le genre de sujet sur lequel on peut discuter toute la journée. Mais Oui, non, mais c'est des pistes. Je pense que certains sont intéressés par des pistes, certainement. En fait, on a juste des moyens d'incitation. Les communautés se font par elles-mêmes.
C'est des moyens d'incitation. Bon, déjà, l'objet SFN, l'objet de toute façon de la durabilité, il est interdisciplinaire par essence. C'est pas toujours facile de faire travailler les disciplines entre elles. On n'a pas forcément le même. Il faut apprendre. Il y a toute une phase d'intercompréhension nécessaire. On n'a pas les mêmes vocabulaires, on n'a pas les mêmes manières de poser les questions ni d'y répondre. Donc il y a une approche un petit peu positive qu'il faut avoir et un côté positif et de dialogue. Donc on le fait par un premier outil qui est celui des Living Labs, donc des laboratoires vivants, qui sont des territoires d'expérimentation. Le deuxième, à travers les financements de recherche, on a ouvert un appel à projet de recherche de 14 millions d'euros donc on va évaluer très bientôt les projets déposés. C'est une obligation d'interdisciplinaire. Alors on va dire, oui, bon, c'est un petit peu courant. Moi, je suis chercheur en écologie. Depuis 20 ans, tous les appels à projets de recherche nécessitent une interdisciplinarité. Et par interdisciplinarité, qu'est-ce qu'on entend? On entend sciences biophysiques et sciences humaines et sociales. On ne parle pas d'un dialogue entre un écologue, un chimiste et un physicien. On parle en général d'un dialogue entre un biologiste, un sociologue ou un économiste ou un juriste. Donc on essaye de pousser ça, mais ça se fait assez bien par lui-même par rapport à la manière de questionner. Et puis bon, on a une vision plutôt ouverte, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sont... Il y a aussi une interdisciplinarité des sciences humaines et sociales entre elles. Tout ne doit pas être un dialogue, parce qu'il peut y avoir un même dialogue entre des économistes, des juristes et des sociologues. C'est des disciplines à part entière avec leur propre questionnement aussi. Donc voilà. On a des moyens incitatifs, on essaye de le pousser, mais le sujet de la question des changements transformateurs, de la durabilité des territoires, de la gouvernance propose par lui-même cette construction-là. Donc on l'apporte, on l'assiste à ce niveau-là. D'accord. Marianne, on avait dit qu'on évoquerait quelques exemples. On peut en choisir un ou deux, peut-être. Donc ça, c'est notre programme Nature 2050. Nature 2050, donc c'est du mécénat écologique. On n'est pas sur du crédit biodiversité. On est sur des contributeurs qui donnent librement donc de l'argent à un programme, un fonds de dotation, donc que nous pilotons à CDC Biodiversité et qui nous permet d'aller porter, financer une partie des projets de porteurs de projets de solutions fondées sur la nature. Et donc là où on fait une sélection avec un conseil d'administration de chercheurs, donc on a la LPO, on a la FNE, la FNH, le Muséum d'histoire naturelle, l'UICN avec Maud Lelièvre qui est dans notre conseil d'administration. Et ce conseil d'administration juge chacun des projets sur l'additionnalité de la SFN proposée. On a une doctrine d'intervention aussi, on intervient sur les zones humides, les corridors, l'agroforesterie, la biodiversité en ville. On a des zones d'intervention, les littorales côtiers. Et on a ce conseil d'administration scientifique qui vérifie que le porteur de projet, le projet est bien conforme à notre doctrine d'intervention et va bien être une solution fondée sur la nature avec une forte additionnalité. Et du coup, alors voilà, j'ai quelques images de projets qui va donner du concret à ces solutions fondées sur la nature. Peut-être qu'on peut passer repique, le premier. Si, après. Non, après. Voilà, et encore après. Ça, c'est notre programme Nature 2050, 104 projets, voilà. Donc, Repique, ça, c'est une... alors, nous, on finance, c'est des porteurs de projets, c'est souvent des associations, les conservatoires des espaces naturels, le conservatoire des littorales. Là, c'est une association qui s'appelle l'Œil d'Andromède et qui a trouvé un moyen de revitaliser les herbiers de Posidonie, qui sont dans le Var, sur toute cette côte varoise extrêmement abîmés, détériorés par essentiellement les mouillages. Et cette association, en fait, va rechercher des fragments de Posidonie pour avoir une
avec une technique très précise, une solution qui permet de les replanter et qui va les replanter en fait sur le littoral. Et ce qui est très intéressant, c'est que leur solution sur le REC, c'est très bon. Ils ont 95% de taux de succès, donc ils ont une bonne méthode pour replanter cette Posidonie. Et donc voilà, avec le Fonds Nature 2050, on a financé Repic, cette restauration. Peut-être la deuxième qui est une biodiversité en ville, on est à Saint-Ouen, donc on n'est pas bien loin, on est dans la Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis qui est le département le plus carencé quand même en espace vert de France, et sur lequel il y a un énorme besoin de retrouver des solutions fondées sur la nature. Donc on est à Saint-Ouen qui est très très dense, qui est une ville de ce département, et qui décide de réutiliser, de sanctuariser un espace. Alors c'est un petit espace, on est juste à côté des Puces, c'est un peu moins de 1000 m², on est autour de 800 m², c'est tout petit, mais il décide de le sanctuariser, de replanter dedans, de le protéger complètement, cette biodiversité, et d'en faire par contre un observatoire, parce qu'il y a toujours évidemment aussi, et c'est très important, ce dialogue quand on est en biodiversité en ville, cette connexion de l'urbain avec la nature et le dialogue qu'on peut mettre en place avec des observatoires, de la pédagogie. En fait, aujourd'hui, notre sujet, c'est qu'on ne comprend pas bien la biodiversité, on ne fait plus de sciences naturelles à l'école, et du coup, on a ce besoin d'être reconnecté à la nature, et des friches comme ça permettent d'expliquer en quoi, justement, le fait de ne pas avoir une pelouse tondue rase, mais d'avoir une prairie ouverte, abondante, qui va effectivement attirer quelques insectes et qui va piquer un peu les jambes, est nettement meilleur pour la biodiversité qu'un gazon anglais. D'accord, merci beaucoup. Donc, je vais, comme tout à l'heure, conclure avec une question à laquelle je vous propose de répondre tous les deux. Sur le point suivant, faut-il voir les SFN comme un objectif ou un simple outil? Et est-ce que ça pourrait devenir un critère pour déclencher, par exemple, des autorisations, subventions publiques, ou seulement est-ce que ça va rester une façon d'agir, enfin d'encourager à l'action? C'est un petit peu du prévisionnisme, je ne veux pas dire. Alors déjà, je pense qu'on peut exclure, en tout cas de notre côté, les SFN comme un outil. On s'inscrit, comme je l'ai dit, c'est un cheminement, c'est sur un changement transformateur, et parce qu'il n'y a pas une solution face à un problème. On voit bien, même dans les deux exemples, qu'on pourrait interroger au regard des critères IUCN pour savoir dans quel cadre ça rentre, effectivement, SFN ou pas, est-ce que c'est grave ou pas. Tous les projets de conservation de la nature ne sont pas des SFN. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas en avoir. Peut-être qu'on va aller, on pourrait imaginer d'intégrer les SFN dans la réflexion au même titre que dans la séquence ERC, on avait intégré l'éviter, de dire face à un enjeu à résoudre, qui peut être un enjeu de régulation de risque ou un bénéfice culturel ou autre, d'abord d'explorer la piste solution fondée sur la nature avant d'envisager des pistes solutions d'ingénierie conventionnelle. On pourrait imaginer d'aller vers ça. Ce serait déjà un succès, mais qui nécessite, à mon sens, deux choses. C'est d'une part, on va changer un petit peu la gouvernance. On aura monté aussi en capacité à prouver l'efficience. On aura également monté en formation. Il y a un besoin de former, parce qu'actuellement, on trouve toujours les suspects habituels, ce genre de choses, les naturalistes, les écologues, mais on a besoin de former au SFN les ingénieurs des mines, les ingénieurs des autres écoles d'ingénieurs, qui touchent aux bâtiments, aux travaux publics, à la planification, etc., qui n'ont pas cette formation-là et qui ont besoin d'avoir un petit peu cette formation-là, parce que si on ne leur présente pas cette gamme d'outils possibles, quelles sont les limites, les avantages et les inconvénients, on ne va pas les mettre en œuvre. Donc il y a ça. Et d'autre part, on a intégré aussi les enjeux environnementaux, non pas comme des contraintes, un petit peu comme c'est vécu actuellement. Là, on va détricoter les ZFE, on va détricoter le ZAN, on va détricoter les néocotinoïdes, parce qu'on dit « Ah, mais la réglementation, ça suffit, il y en a trop, ça bloque ».
En fait, l'idée, c'est pas ça, c'est d'intégrer les contraintes environnementales, les bénéfices de la biodiversité dans la réflexion. Non pas comme des contraintes, mais comme des bénéfices qui vont permettre d'avoir des innovations. On ne l'a pas cité, mais j'avais un petit peu marqué quelques chiffres qui ne sont pas écologiques, mais qui sont économiques. Le Forum économique mondial avait indiqué qu'il pensait qu'il y avait 10 milliards d'euros, enfin de dollars, de bénéfices issus des SFN d'ici 2030, et qu'il y aurait plusieurs centaines de millions d'emplois créés. Je pense que c'est intéressé le SGPI du Premier ministre, parce que les emplois dans les SFN, c'est des emplois qui ne sont pas délocalisables. Vous devez intervenir sur le terrain, dans les territoires, et faire travailler les acteurs. C'est aussi une question de souveraineté. Si on travaille sur la question de la souveraineté alimentaire, ça a été cité pour la question de la décarbonation. On n'est pas dans la situation des pays riches en ressources. On est dans la situation en Europe de pays où on est pauvre en ressources. Ça fait longtemps qu'on les a exploitées, nos ressources. On en trouve toujours un petit peu, mais bon. Donc la question, c'est comment innover en intégrant nos bénéfices, de trouver des solutions qui sont des cheminements sociaux qui permettent de minimiser les coûts et d'augmenter la durabilité. Mais il y a un potentiel d'innovation, il y a un potentiel d'emploi, de créativité. La contrainte, c'est un petit peu comme en écologie, la contrainte modérée génère de la biodiversité. Un certain nombre de contraintes, je pense, sur les modèles économiques et sociaux, peut apporter aussi de l'imagination et de l'innovation. Si on intègre la biodiversité et le milieu naturel comme une contrainte fondamentale qu'on ne peut pas abstraindre, et non pas comme simplement une contrainte qui est un problème dont il faut se débarrasser au plus vite, parce que ça empêche l'innovation. Donc il faut innover avec et pas innover contre. C'est un petit peu ça qu'on essaierait de porter. Oui, je suis bien sûr tout à fait d'accord avec Philippe. En fait, toute solution qui va permettre, d'une manière ou d'une autre, de contrer, d'arrêter, de freiner la perte de la biodiversité que nous sommes en train de vivre est une solution qui doit être un objectif, qui doit être une perspective, qui doit trouver son financement et qui doit trouver sa connexion avec les modèles d'affaires. Je crois qu'il faut vraiment prendre conscience de la crise de la biodiversité que nous vivons. Moi, je ne suis pas écologue, je n'ai pas la chance d'être comme Philippe. Moi, j'arrive de la finance. J'étais avant à la Banque des Territoires. Et en fait, j'ai vraiment pris conscience, en prenant mes fonctions de président de CDC Biodiversité, de la gravité de cette crise. Et donc, pour reprendre un chiffre économique, Philippe en donnait sur les solutions fondées sur la nature, mais vous le savez tous, les services écosystémiques représentent aujourd'hui une valeur supérieure au PIB mondial. Donc on ne peut absolument pas s'en passer. C'est juste, et c'est vrai que je ne comprends pas aujourd'hui on est vraiment des gens qui sommes en train de scier la branche sur laquelle ils sont en train d'être assis. Et en fait, on dit c'est pour les générations futures. Mais en fait, non, ça commence déjà pour nous. Enfin, quand on voit les inondations dans les Hauts-de-France, quand on voit les pics de canicule, quand on voit les nouvelles maladies et les nouveaux épisodes qu'on est en train de vivre, tout ça, c'est la crise de la biodiversité. Et donc, évidemment qu'il faut soutenir les solutions fondées sur la nature, évidemment qu'il faut soutenir toutes les opérations de restauration, de préservation, de conservation de la biodiversité. Et puis en plus, les solutions fondées sur la nature, c'est celles qui convergent complètement avec les effets climatiques. C'est assez rare en réalité que les solutions qui soient bonnes pour la biodiversité soient mauvaises pour le climat. On a voulu à un moment séparer les climatologues et les écologues. Grâce à Dieu, l'IPBES et le GIEC ont fait leur rapport commun en 2021. Ça, c'est derrière nous. Il y a quelques sujets sur les éoliennes et puis c'est tout, quoi, en réalité, qui sépare un écologue d'un climatologue. Donc, en général, une solution fondée sur la nature, par définition, elle est bonne pour le climat, et toute opération qui est bonne pour la biodiversité est bonne pour le climat. Et il faut bien sûr travailler cette convergence et trouver tout ce qui pourra les financer. Ouais, je voulais juste revenir effectivement sur cette question de la crise de la biodiversité. Et ça rejoint un petit peu ton indicateur, le MSA, la Mean Species Abundance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous l'avez certainement vu, on a une crise qui est majeure qu'on appelle celle de la défaunation. En fait, on imagine très souvent la crise de la biodiversité comme une disparition d'espèces. En Europe, on n'est pas sur de la disparition d'espèces, c'est assez marginal. Mais par contre, on est sur de la réduction massive de l'abondance des espèces, principalement
alors je vais pas faire forcément. Le facteur principal, c'est l'agriculture intensive. Aucune attaque contre les agriculteurs, hein, c'est absolument pas. C'est certains modèles agricoles qui poussent à certains types d'agriculture qui sont extrêmement néfastes. Et on est à peu près actuellement, de mémoire, à plus de moins 90% de l'abondance des insectes en Europe comparé à 30 ou 40 ans. Il y a une étude en Grande-Bretagne et dans les 5 dernières années, il y a eu une baisse de 60% de l'abondance des insectes. Alors, beaucoup de gens diront, les insectes, ça va. Mais effectivement, non, les insectes, ça ne va pas. Tous ceux qui ont plus de 30 ans ici, vous avez dû vous rendre compte, si vous roulez un petit peu dans les campagnes, de la baisse de d'impact des insectes sur vos pare-brise. Il y a 40 ans, quand vous roulez, votre pare-brise, il était au printemps. Certains. Ah voilà, certains vont dire, c'est super, du coup, j'ai plus besoin de nettoyer mon pare-brise, mais le côté négatif, c'est qu'il n'y a plus d'insectes. Et effectivement, une grosse partie de l'agriculture dépend de ces insectes. Parce qu'on parle souvent des abeilles, mais quand on parle des abeilles, beaucoup de gens pensent que c'est l'abeille domestique qui fait le miel. Mais en fait, c'est des dizaines d'espèces d'abeilles sauvages, des abeilles solitaires qui produisent pas le mètre, qui pollinisent les cultures, y compris d'autres espèces comme les cirfes en particulier, qui sont des diptères, qui sont des très gros pollinisateurs. C'est la disparition de ces espèces-là en abondance. Ça impacte la production agricole. Il y a certains types de production agricole. On peut parler à tout ce qui est verger de fruits, les petits fruits, etc., qui commencent à avoir des problèmes. Et on ne résoudra pas ça en mettant des ruchers, parce que les ruchers ont aussi des inconvénients. Et on arrive à certains signaux que l'on voit à travers des indicateurs comme le MSAM et d'autres, qu'en ville, on a une plus grande biodiversité que dans les espaces agricoles intensifs. Donc, il y a un espace, mais il y a quand même des espaces de développement en agriculture à travers des pratiques d'agroécologie, des pratiques favorables à la biodiversité, d'agriculture régénérative. Il y a plein de modèles agriculteurs. Nous, dans nos Living Labs, on a des agriculteurs, même dans des secteurs, on a en Saint-Émilion, des producteurs de Saint-Émilion qui nous sont venus nous voir et moi dit, moi je veux faire de l'agroécologie, je veux faire des SFN, comment on peut m'aider à mesurer ce que je fais, qui se lancent là-dedans. Il y a plein d'acteurs agricoles qui considèrent que le modèle agroécologique a des bénéfices parce qu'il permet de produire tout en réduisant des coûts et tout en réduisant les impacts qui sont à la fois sur la biodiversité mais les impacts sur la santé humaine. Ça aussi, on les sous-estime très fortement. Les impacts de certains nombre de pratiques qui ne sont pas que agricoles, il y a d'autres pratiques, industrielles ou autres, qui sont masquées. C'est pour ça qu'on sous-estime systématiquement les coûts. Hein. Donc, moi, je ne suis pas du tout économiste, mais j'ai beaucoup dialogué avec des économistes sur les services écosystémiques. Il y a tout un tas de coûts. Le coût n'est pas le prix. Le prix que vous payez à un produit n'intègre pas les coûts négatifs sur l'environnement de manière générale, parce qu'ils sont pris en charge par la société à travers les impôts. Donc, il y a tout un modèle à revoir pour intégrer ça. Comme je dis, il y a un espace de créativité, d'innovation. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font, il y a beaucoup d'acteurs qui le font. Bon, il faut essayer de pousser ça, quoi. Merci, merci beaucoup, c'est très très complet. Écoutez, je vous remercie. Deuxième table ronde qui a donné quelques éléments d'exemples et de projets à venir. Donc on va voir des projets beaucoup plus concrets cet après-midi et je vous remercie Marianne et Philippe.